Deuxième partie du rendez-vous de ce soir, nous parlons sport. Vendredi, bien sûr, l'invité sport de ce jour, son nom, David Assimadi. Il est journaliste sportif. En premier lieu, nous parlerons bien sûr des éperviers en amical face au Burkina Faso le 23 janvier prochain et par après nous irons en France, Italie et voilà. Mais bien avant, David, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, il y a quelques heures, un accident de circulation d'une des équipes du Togo. Oui, c'est bien le Dynamique togolais qui se rendait à Bafilo dans le cas du championnat national à 10 km notamment de Blita. Je pense qu'il y a eu un accident. Fort heureusement, aucune vie n'est engagée, quelques égratignures de joueurs. Mais je pense que cette équipe l'a échappé belle, le Dynamique togolais, parce que c'est un gros camion, un gros porteur stationné dans un virage sans signalisation. Et vous savez que c'est dans un virage et pour tourner, le chauffeur a été surpris. Il fallait aller de ce côté, mais je pense qu'il y avait aussi des bus de 15 places qui venaient. Et donc, des deux options, il fallait choisir une. Et l'option, c'est d'aller directement sur le gros camion. Finalement, personne n'a engagé sa vie dans ça. Quelques blessures, quelques égratignures. Dieu actuellement, merci. L'équipe est à Blita pour quelques soins. Heureusement également, le staff médical s'est totalement déployé pour venir aux soins à ces joueurs-là et surtout à toute la délégation. Revenons bien sûr sur notre thème de jour, les éperviers juniors en amical au Burkina Faso le 23 janvier. Qu'est-ce que cela présage de concret? En réalité, ce sont les éperviers qui constituent un sparring partner pour le Burkina Faso, déjà qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des juniors, une compétition qui va se jouer en février prochain au Niger. Vous savez que le Togo a été déjà éliminé par le Gabon en match aller et puis retour. Le Togo sert de sparring partner. Et déjà, c'est une bonne chose que cette équipe-là vive, parce que la tradition ici, chez nous au Togo, c'est que quand les équipes sont éliminées, c'est qu'elles disparaissent totalement. Mais là, dans ce cas contraire, la sélection dont la tête est chapeautée par Aïvi Ekouevi vit encore, et c'est une bonne chose. Vous le savez, le Burkina est en tournée dans la sous-région, en vue notamment d'avoir un peu de la compétition dans les jambes avant le mois de février. Cette équipe a joué mercredi face à Ifodje d'Atakpame. Ifodje quand même, qui est le leader du championnat de deuxième division dans la zone sud, qui n'a pas connu de défaite. Ça fait 3 nuls et puis le reste, ce sont des victoires. Match sanctionné sur un score de 1 but partout. Ça nous permet d'évaluer, de jauger un peu le niveau de compétitivité, le niveau technique également de cette formation d'Atakpame. C'est une très très bonne chose. Et derrière, je pense que jouer face à l'équipe nationale junior le mercredi prochain, le 23, dit que oui, cette équipe-là vit. Et si il y a un suivi conséquent, je pense que cette équipe-là changera rapidement de catégorie, parce qu'à partir de l'année prochaine, elle n'est plus junior. Elle va devenir peut-être espoir et pourquoi pas un passage normal pour si effectivement ces joueurs-là qui constituent cette équipe jouent régulièrement dans leur club, seront sélectionnables pour la sélection nationale. Donc c'est de bon augure. Très bon augure. Alors qu'est-ce que cela peut donner comme résultat? Aujourd'hui, oui, cette équipe-là ne fait que s'entraîner pour l'instant. Cette équipe junior, constituée des joueurs du cru local, de l'AD1, de l'AD2, et aussi constituée des joueurs qui jouent à l'étranger, à l'international. Je pense que la vie d'une équipe, elle est aussi faite de compétition, d'entraînement, de matchs, parce que les entraînements sans la compétition,
c'est naze, c'est carrément naze, c'est pour du beurre. Maintenant, si cette équipe a de la compétition, c'est une bonne chose. Ça permet de souder la cohésion, d'instaurer davantage de la complicité. Et surtout, ça permet à l'équipe de grandir et forcément à un bel avenir. Un bel avenir. Que gagne finalement l'équipe burkinabé quand on sait qu'on est déjà... Je pense que dans cette histoire, c'est vrai que des deux côtés, ça gagne. Mais l'équipe qui gagne le plus, c'est la formation du Burkina qui prépare une compétition. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Et donc, c'est pour ça qu'après Ifodje, après la sélection des U20 du Togo, eh bien, ce Burkina-là ira du côté du Ghana, ira également défier des équipes du Bénin pour se mettre totalement en jambes parce que une compétition de tel niveau, ça se prépare aussi bien physiquement, ça se prépare techniquement et c'est au staff du Burkina Faso de préparer au mieux cette équipe-là parce que vous le savez, ça va changer quand même totalement de décor, ça va rompre avec la monotonie pour sortir totalement de la grisaille du côté du Burkina Faso. Ça change d'air, ça change de climat, ça change d'adversaire, ça change de niveau technique, ça change aussi de la finesse et surtout de la puissance. On sait quelle équipe on va rencontrer en poule et en fonction, on choisit ses adversaires qui doivent avoir les mêmes caractéristiques que ces équipes en sélection. Je pense quand même que au Burkina, le foot et le sport sont mieux organisés et c'est quand même des exemples à suivre. C'est des modèles parce que vous vous souvenez, sur les 10 dernières années, eh bien, le Burkina a progressé énormément parce qu'à chaque fois, le Burkina a placé des sélections en Coupe du Monde, que ce soit chez les cadets, chez les juniors. Et vous voyez que le Burkina Faso a totalement capitalisé tous ses efforts. En 2013, la sélection des étalons du Burkina Faso a disputé la finale de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Face à qui? Face au Nigeria. Et c'est ce Burkina Faso, souvenez-vous, qui a éliminé le Togo en quart de finale de la même compétition en Afrique du Sud. Et nos juniors togolais gagnent concrètement quoi? Oui, peut-être de l'expérience, peut-être encore un vécu, peut-être de l'opportunité pour vivre encore en sélection, en espérant véritablement la prise en charge, la création d'un créneau qui devrait porter ces talents-là dans l'idée de perpétuer cette culture mentale et surtout sportive du côté de ces juniors. On va parler cette fois-ci de la Ligue 1 France, bien sûr. Monaco décroche son premier titre avec la Juventus. Oh non, mais c'est pas ça. Peut-il renaître de ses cendres? Exact. Voilà. Est-ce que Monaco, au jour d'aujourd'hui, peut-il renaître vraiment de ses cendres quand on sait que on a enchaîné l'échec, d'échec en échec? C'est possible d'abord, si vous avez demandé d'analyser un peu? Oui et non. On va se mettre à la dialectique. Oui, peut-être, et cela s'entend de quelle manière, si Monaco peut renaître de ses cendres. On sait quand même que, en un moment, Thierry Henry a collectionné une quinzaine de défaites, toutes compétitions confondues. Du coup, on se dit que c'est mission totalement impossible pour cette équipe-là, pour vivre la saison prochaine en Ligue française, parce que la conséquence de toutes ces contre-performances, eh bien, c'est la descente en Ligue 2. Mais non, renaître de ses cendres, cela voudrait dire, à mon sens, que comme Monaco a recommencé par gagner quelques points, on sait que Monaco a fait un nul avec la formation de Marseille, a gagné également 3 points contre l'une des équipes de cette Ligue 1. Ça fait au moins 4 points pour Monaco. Du coup, on peut espérer qu'au fil des journées à venir, cette équipe-là peut glaner un point, 2 points, 3, 4... Mais c'était compréhensible pour Thierry Henry. On aurait souhaité voir Thierry Henry comme son grand frère. On dit... Zinedine Zidane. Oui, bien sûr, on dit que
les meilleurs génies ne sont pas forcément les meilleurs pédagogues. Ouais. Et à ce niveau, à la décharge de Thierry Henry, on peut se rendre compte quand même qu'il a hérité totalement d'une équipe qui n'avait plus rien, qui n'avait que des joueurs aux dents de lait. Et c'est vrai que... oui, c'est vrai, parce que quand on a vendu Bernardo Silva, quand on a Radamel Falcao qui est inconstant parce que alterne blessure et guérison, quand on se rend compte que tout le monde est parti, et aujourd'hui la sélection, l'équipe là n'appartient qu'aux genoux du centre de formation. On se dit quand même que c'est vrai, ils ont du talent, mais non, nous sommes à un niveau de compétition assez élevé. Il n'y a pas que le talent qui gagne le titre de champion de France. Il y a également du vécu, il y a de l'expérience. Et ce ne sont pas de bons joueurs, c'est les meilleurs joueurs qui gagnent les titres. Et à contrario, quand on regarde du côté du Paris Saint-Germain, c'est le jour et la nuit. Quand on vous enchaîne les Edinson Cavani, les Neymar, les Rabiot, les Thiago Silva, tout ce monde-là, on peut se dire, le jeune Mbappé, les Gigi Buffon, quand vous regardez tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas photo. Mais non, l'objectif pour Monaco, s'entendant renaître de ses cendres, pour moi, c'est d'abord essayer de glaner quelques points pour finir la saison en se maintenant. Aujourd'hui, l'objectif premier donc pour Monaco, la lutte contre la relégation. Et après s'être maintenu, je pense quand même que l'AS Monaco a un devoir de se donner un objectif ou des objectifs sur la durée. Pas à court terme, mais à long terme, parce qu'à un niveau assez élevé au plan technique, pour gagner un titre comme la Ligue 1, il faut que cette équipe-là, si elle n'est pas renforcée, il faut qu'elle se connaisse. Il faut que cette équipe-là joue sur la durée, au moins 3-4 ans, pour capitaliser quelque chose. Mais non, si l'AS Monaco revoit un peu ses ambitions à la hausse, parce que ces ambitions-là sont à la baisse, contrairement à 2 ou à 3 saisons quand on a vu cette équipe avec Leonardo Jardim. Cette équipe qui s'est retrouvée dans le dernier carré de la Ligue européenne des champions, c'est pas donné. Si cette équipe-là veut revoir ses ambitions à la hausse, je pense quand même que après le maintien, il faut que Thierry Henry réellement fasse étoffer son équipe par les meilleurs joueurs, parce qu'avant tout... Quand on essaie de voir un peu sa méthode, c'est possible tout cela? Jusque-là, moi, je ne veux pas totalement le juger, parce qu'il a hérité totalement d'une situation de décrépitude totale au plan sportif. Mais c'est un professionnel, Aguerri. Oui, mais c'est pour ça que je disais que c'est un bon génie. Lui-même, en tant que joueur, il a prouvé ce qu'on ne peut pas prouver. C'est l'un des meilleurs buteurs de toute l'histoire du football mondial. Mais non, en tant qu'entraîneur, il a commencé. Il est dans sa première saison en tant que titulaire d'une équipe. C'est vrai qu'il a été sélectionneur adjoint de la Belgique. Sous Roberto Martinez. Mais aujourd'hui, il est seul devant. Et toutes les responsabilités lui incombent en ce moment. Maintenant, il n'a pas fait la pré-saison. Il n'a pas fait notamment les recrutements. Tout ça, il hérite, sans le vouloir, forcément, de Leonardo Jardim, dont l'équipe a été totalement, je dois dire, décimée par les départs. Maintenant, peut-être ce mercato avec Cesc Fabregas, avec lequel il a déjà joué du côté des Gunners d'Arsenal, il connaît bien le baromètre que constitue l'Espagnol en milieu de terrain. C'est une bonne pioche. Moi, je dis que c'est une très bonne pioche. Il a également pioché Naldo, qui vient peut-être réguler un peu la défense, parce que la défense, jusque-là, c'était pas vraiment ça. Maintenant, on a commencé par expérimenter un binôme dans l'axe de la défense avec Glick, qui a joué également la Coupe du Monde de football. Oui, ça peut prendre, mais au bout de 3 journées, on ne peut pas totalement se dire que oui, la mayonnaise, elle a totalement pris. Il faut du temps pour Thierry Henry, et je pense que ce mercato hivernal devra être totalement déterminant pour l'ancien buteur de l'AS Monaco, puisqu'il a joué d'ailleurs au club, l'ancien buteur de l'AS Monaco, pour pouvoir rebâtir
à sa manière, une équipe en vue de cet objectif-là, le maintien avant tout, avant peut-être la saison prochaine. Si maintien il y a réellement, il faut alors hausser les ambitions. David Assimadi, on va passer bien sûr au troisième point de l'actualité sportive de ce soir. Italie Supercoupe, Ronaldo décroche son premier titre avec la Juventus. Oui, c'est pas surprenant. Si on sait quand même que la Juventus de Turin est l'ogre de l'Italie, parce que ne gagne pas le Scudetto pour 7 ans d'affilée qui veut du côté de l'Italie. C'est vrai que dans l'histoire du foot italien, il y a des clubs comme le Napoli, il y a des clubs comme l'AC Milan, l'Inter Milan, mais aujourd'hui, quand on évalue un peu les niveaux de l'AC Milan, non plutôt de la Juventus, de Turin et les autres, je dois dire quand même, si c'est un titre à donner, la Juventus et puis les autres, c'est ce qui constitue la Serie A. Maintenant, la Supercoupe, c'est pas une surprise, étant donné que déjà au plan du championnat, les Bianconeri devancent largement leurs adversaires au classement. Cette équipe bat tout le monde. Cette équipe a enchaîné toute la phase allée du championnat sans connaître la moindre défaite. Il n'y a eu que 3 nuls. Le reste, c'est totalement des victoires. Ronaldo, déjà un crack parti du Real Madrid qui atterrit là-bas, on attend forcément des résultats. Mais non, la surprise aurait été que la Supercoupe échappe à la Juventus de Turin. Et heureusement ou malheureusement, eh bien cette équipe l'a emporté. Donc c'était prévisible. Prévisible. Déjà, quand on voit le ratio de Ronaldo en termes de buts, il les mange. Ça fait quand même 14 buts en 19 matchs pour sa première saison. C'est vrai que la saison n'est pas totalement terminée. C'est vrai également que on voit derrière Piatek qui a 13 buts, Liarella également qui a 12 buts. Ces 2 joueurs qui le poursuivent. Mais on doit dire que la logique, elle est là. Ronaldo en tête des buteurs. Ronaldo qui gagne déjà son premier trophée. Et moi, j'ai été très surpris qu'on n'ait pas joué cette Supercoupe avant même l'ouverture de la saison. Je pense que les choses en Italie se font à l'envers. Quels sont donc les résultats à venir de Ronaldo avec la Juventus de Turin en Italie et qu'ailleurs? Les résultats avec Ronaldo, avec notamment la Juventus de Turin en Italie, forcément, beaucoup donnent déjà la Juventus vainqueur du championnat. Ça, c'est la logique. Maintenant, en foot, on dit 1 et 1 ne font pas forcément 2, mais les probabilités sont plus penchées vers un titre du championnat du côté de la Juventus de Turin pour 8 fois d'affilée gagner le Scudetto. Mais là où on attend beaucoup plus la Juventus et Ronaldo, c'est sur le terrain international, le terrain européen, la Ligue européenne des champions, où Cristiano Aveiro Ronaldo peine à marquer des buts. Il n'a marqué que... Comment cela s'explique concrètement? Un seul but. Quand on sait que le monsieur, il marque comme... Je pense qu'il est en train de prendre un peu le baromètre. Parce que regardez un peu cette attaque de la Juventus de Turin. Il y a Mario Mandzukic, qui est un buteur patenté, un renard de surface qui renifle énormément l'odeur des buts. Il y a un fabuleux Paolo Dybala également du gauche, qui est aujourd'hui le meilleur buteur du club en Ligue des Champions. Et puis d'autres joueurs qui peuvent marquer à tout moment. Ce qui veut dire que la concurrence au sein même de ce secteur offensif des Bianconeri, eh bien, elle est rude. Ce qui veut dire que, cette concurrence, elle est rude, elle est saine, mais au final, tout le monde se bat pour que l'équipe gagne, mais pour qu'il marque, forcément. Du coup, on attend de voir. Beaucoup ont dit qu'il ne s'est pas totalement fondu dans le moule de la Juve, mais attendons de voir la phase des confrontations directes pour découvrir le type de Ronaldo à l'italienne qu'on va voir en Ligue des Champions. Justement, est-ce qu'il peut impacter aussi fortement la Juventus et l'Italie comme on a eu la chance de voir avec Man et Real? Cristiano Ronaldo, avant tout, je pense que c'est un grand champion.
au-delà des capacités techniques, physiques du joueur, il a des compétences au plan mental. Et Cristiano Ronaldo, je pense que c'est un véritable gagneur. Ce n'est pas qu'un joueur, ce n'est pas qu'un grand joueur, mais c'est un vrai leader qui, au plan des vestiaires, implémente énormément toute sa hauteur, toute sa détermination, qui communique sa rage de gagner à ses coéquipiers. Et je pense que dans des moments les plus compliqués, c'est de ce type de joueur qu'on a besoin pour impacter les résultats de son équipe. Et ceux qui disent que le gars est en train de mettre fin à sa retraite en allant vers ce club-là, vous répondez de quoi concrètement à ces gens-là? C'est vrai que généralement, quand un joueur de football arrive à la trentaine, oui, c'est presque la retraite, c'est le sprint final vers la retraite. Mais Cristiano, c'est un trentenaire, 31 ans. Mais à voir ce qu'il démontre, on dirait qu'il a encore 25 ans. Du coup, moi, je peux lui donner la possibilité de rempiler pour encore 3, 4, peut-être maximum 5 bonnes saisons. C'est vrai, c'est un attaquant. C'est pas comme un milieu de terrain comme, souvenez-vous, Andrea Pirlo, qui a joué jusqu'à 39 ans au haut niveau avant de descendre en MLS. Mais vu les capacités physiques de ce joueur, les capacités mentales également, sans oublier qu'il a une compétence technique extraordinaire. Je pense que ce garçon peut jouer encore maximum 5 saisons. David Assimadi, on va terminer avec cette bataille Messi-Ronaldo, bataille que d'aucuns disent oppose ces deux stars positivement. Si vous avez demandé d'analyser un peu aujourd'hui, plus d'une décennie, mais ça continue toujours. Je pense que c'est l'histoire du football mondial ne connaîtra presque plus des génies comme ces deux-là. Parce que Messi et Ronaldo. Parce Ils ont fait parler, hein? Énormément. Sur la dizaine d'années avant que Luka Modric ne prenne le dernier ballon d'or, ces deux garçons se sont partagés les 10 ballons d'or. C'est phénoménal. 5 partout. On attend de voir, parce que là, la concurrence est en train de revenir. Après Modric, je me dis que encore la concurrence va se prolonger entre Messi et Ronaldo. Oui. Parce que à voir ce que, oui, à distance, d'accord, mais concurrence toujours. Parce qu'à voir ce que Cristiano est en train de faire en Italie, à voir également le début de saison somptueux de Lionel Andrés Messi, aussi bien en championnat, en Ligue, en Copa del Rey ou encore en Ligue européenne des champions, je me dis que c'est fou, quoi. Parce que ce garçon-là, il met autant de buts qu'il peut mettre des passes décisives. Et il ne tient pas compte forcément des compétitions. Je pense que c'est bien lancé pour la succession de Luka Modric l'année prochaine. C'est-à-dire, oui, cette année 2019, mais trophée qui sera décerné en 2020. Donc la chance de Luka Modric est très très réduite en voyant un peu ce qui s'est décidé. Je pense que Luka Modric a fait un bémol à cette dictature, à ces despotes que sont Messi et Ronaldo. Merci à vous, David Assimadi, pour ces explications. Messieurs, nous allons devoir marquer une pause. Et juste après, les confrères pour le décryptage de l'actualité dans tout son ensemble.